Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une figure assez particulière. Modeste Jniamé Seri, né en Côte d'Ivoire en 1966. Son parcours est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. On va essayer de comprendre comment un homme qui a réussi dans la finance internationale, jusqu'à Wall Street même, bascule vers un engagement politique au point de devenir un opposant en exil. C'est ça. Et pour ça, on s'appuie sur une biographie qui nous a été fournie. L'idée, c'est de décortiquer cette trajectoire. Alors posons un peu les bases de son début de parcours. D'accord? Formation solide, école catholique, puis l'INSET, l'Institut national supérieur de l'enseignement technique, plutôt orienté gestion, finance. Mhm. Et il se perfectionne même aux États-Unis, à l'American Banking Institute. Ah oui, quand même. Et la carrière démarre fort, hein. Société Générale à Abidjan, et puis le grand saut, Wall Street. Il devient vice-président chez G&H Investment Bank. Franchement, c'est un parcours impressionnant. Absolument. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce passage de la haute finance à, disons, l'engagement civique, puis carrément politique. La bio mentionne des signes avant-coureurs, non? Oui, c'est vrai. Chef de classe, président de club étudiant, membre du Rotary. Voilà. C'est pas juste anecdotique. Ça montre peut-être une fibre, une préoccupation pour le collectif assez tôt. Et j'imagine que la situation politique en Côte d'Ivoire, qui se dégradait, a dû jouer un rôle majeur ensuite. Oui, on peut penser ça. Et peut-être que son expérience à l'international lui a donné un autre regard, plus critique. C'est une piste, oui. Quoi qu'il en soit, cette inquiétude, elle prend forme. Il crée Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire, DGCI. Exactement, DGCI. Et très tôt, dès 2004, en pleine crise ivoirienne, DGCI propose un plan de paix. Hmm. Et ce qui est frappant dans ce plan, c'est pas juste l'idée d'une transition, c'est l'ordre des choses. La réconciliation d'abord, avant les élections. Ah oui, ça c'est important. C'était pas l'approche la plus courante à l'époque, loin de là. Non, c'était plutôt à contre-courant. Et pour défendre cette idée, eh bien, ils ont multiplié les actions. En Côte d'Ivoire, avec des groupes comme le CUPCI, des universitaires pour la paix, et la CSCI, la Convention de la société civile ivoirienne. Un acteur majeur de la société civile là-bas. Tout à fait, mais aussi à l'international, ONU, États-Unis, des ONG comme le Center for War Peace Studies avec qui ils ont collaboré, et cette vision pour la Côte d'Ivoire. Démocratie, état de droit pour tous, une justice qui fonctionne, indépendante, la fin de la corruption, des manipulations ethniques. D'après la source, c'est vraiment le fil rouge de son action. Oui, une constance assez remarquable. C'est ça qui est intéressant, cette constance, malgré tous les obstacles qu'il a dû rencontrer. Parce que prôner ça, c'est une chose. Et les obstacles, il y en a eu, et pas des moindres. Son opposition au gouvernement successif, Gbagbo puis Ouattara, est clairement mentionnée. Mhm. Sous Gbagbo, il se retrouve même en prison, détenu à la Maca, la prison d'Abidjan, entre 2008 et 2009. Presque 2 ans. Ah ouais, c'est pas rien. Pour quel motif exactement? Menace présumée à la sûreté de l'État. Mais le point clé, c'est qu'apparemment, il n'y a jamais eu d'inculpation formelle ni de jugement. Sa libération serait venue après des pressions internationales. D'accord, donc une détention, disons, controversée. On peut dire ça. Et plus tard, vers 2011, son opposition cette fois au régime Ouattara le pousse à l'exil, au Ghana, et il y serait encore aujourd'hui en juillet 2025. Ça fait à peu près 15 ans. 15 ans d'exil. Et cet exil au Ghana, il ne l'a pas réduit au silence apparemment. La biographie suggère qu'il a mis ce temps à profit. Comment ça? Ben, la proximité géographique avec la Côte d'Ivoire, c'est un avantage. Ça lui aurait permis de rencontrer d'autres opposants, des leaders, de rester connecté, de travailler avec ses partisans sur place pour préparer la suite. Je vois. Un exil actif en quelque sorte. C'est ça. Et ça illustre bien le rôle que peut jouer la diaspora, parfois de manière très significative, dans la politique de leur pays d'origine. La Côte d'Ivoire en est un bon exemple. Et aujourd'hui, alors qu'on approche des élections présidentielles prévues en octobre 2025, on sent une certaine urgence dans son discours, d'après ce qu'on lit. Oui, l'échéance approche. Sa conviction reste la même, il faut absolument, pour éviter de nouvelles violences, un gouvernement de transition. Et toujours avant les élections. Il insiste là-dessus. Et insiste. Et il précise même le profil des membres de cette transition. Des gens intègres, compétents, et surtout, c'est important, qui n'ont pas trempé dans les violations des droits humains des 30 dernières années. Pour pouvoir assurer une vraie réconciliation et des élections propres, quoi. Une sorte de remise à plat avant de repartir. Et Djassi, son mouvement, se positionne comment là-dedans? Comme l'acteur clé pour mobiliser, pour obtenir le soutien populaire à cette idée de transition. D'accord.
Donc, si on résume, on a un expert financier qui devient activiste politique, qui passe par la case prison, puis un long d'exil et qui, aujourd'hui encore, martèle cette idée d'une transition avant les élections comme condition sine qua non pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est une bonne synthèse, hein? Comprendre ce parcours, cette vision, c'est assez essentiel pour saisir certains des enjeux politiques ivoiriens actuels, je pense. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière question peut-être pour la réflexion. Quel rôle, quel impact réel une figure comme Modeste Série peut-elle avoir, avec ce parcours international, mais aussi marqué par l'opposition, l'exil? C'est la grande question. Et cette idée de transition avant les élections, si elle faisait son chemin, comment est-ce que ça pourrait potentiellement remodeler l'avenir politique d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Voilà, de quoi réfléchir.